Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule sur les influences sociales. Donc dans les précédentes capsules, on s'était intéressé aux influences internes, à la perception, au processus de motivation, de mémorisation, d'attitude, d'émotion. Mais il ne faut pas oublier que le consommateur, il fait partie d'une société et il a des rapports durables et organisés avec ses semblables. Dans une société, on trouve en effet différents groupes dont certains exercent des influences directes, comme la famille, les groupes de référence, et d'autres qui exercent des influences indirectes, comme c'est le cas de la culture, des sous-cultures et de la classe sociale. Donc pour introduire, les consommateurs, ils ne sont pas des ermites, ils appartiennent à des groupes sociaux. L'humain est un être social et donc il a besoin des autres pour fonctionner. Donc vous avez ici un schéma qui résume un peu cette introduction avec les influences sociales directes, la famille, les groupes de référence, et les influences sociales indirectes avec la culture, la sous-culture et les classes sociales. Et ces deux influences, ils vont créer des symboles, des normes, des règles de comportement qui vont bien entendu jouer sur le comportement du consommateur. Donc d'abord la consommation symbolique. Qu'est-ce qu'un symbole? Un symbole, c'est un construit mental, un stimulus accompagné d'un sens appris et d'une valeur socialement partagée. Chaque société, culture, sous-culture, classe sociale ou groupe de personnes adopte un ensemble de significations symboliques partagées par ses membres. Un des exemples les plus saillants, ce sont les symboles de la religion. Donc vous avez ici l'étoile de David pour le judaïsme, la croix pour la chrétienté, le croissant pour l'islam, l'hindouisme, le taoïsme, le bouddhisme, donc qui sont représentés par des symboles, et les membres de ces religions, ils vont adopter ces symboles et ils vont se reconnaître les uns les autres à travers ces symboles. Donc le symbolisme, dans nos interactions et nos communications avec les autres, la dimension symbolique des produits et des comportements de consommateurs joue un rôle très important. Il y a toute une consommation qui est symbolique, qui ne répond pas à un besoin de première nécessité, mais qui permet d'appartenir à un groupe, d'envoyer un signal qu'on fait partie de tel ou tel groupe, de telle ou telle communauté. Donc le symbole, pour fonctionner, il doit être simple pour qu'il y ait une bonne mémorisation. Donc l'idée de la croix du christianisme, ça ne peut pas être plus simple. L'idée de former des symboles simples pour que le consommateur qui le perçoit traite l'information et il ait une attitude favorable. Donc des exemples plus marketing, vous avez la pomme d'Apple qui est vraiment un symbole que vous connaissez tous. Vous avez aussi la virgule Nike qui est un symbole très simple et qui est partagé, reconnu par un grand nombre de consommateurs. Donc vous voyez ici les exemples. Donc l'idée, c'est d'un point de vue marketing, de jouer sur cette importance des symboles. Donc vous avez ici un schéma qui synthétise cette création de symboles, donc avec le monde, la culture, les normes, les valeurs, les religions, les langues, qui vont transférer des significations sur des produits, sur des marques. Et le consommateur, quand il adopte ces produits et ces marques, il fait rayonner ces symboles et il envoie un signal à travers sa consommation. Et ces symboles, ils permettent de construire l'identité de l'individu. Un petit exemple que je trouve très intéressant, c'est la marque de champagne Louis Roederer, le modèle Cristal. Donc ce sont des champagnes haut de gamme. Vous avez ici un exemple vendu 6 282 $ à la SAC. Donc c'est vraiment un produit haut de gamme et les rappeurs s'étaient appropriés ce produit et ont commencé à avoir des bouteilles de champagne dans les clips de rap. Et là, le message qui était envoyé ne correspondait pas au marketing de l'entreprise. Donc en 2006, Frédéric Rousseau, qui est le patron de la marque Cristal, il a été interrogé sur ce phénomène que les rappeurs s'appropriaient sa marque de champagne. Et il avait répondu qu'on ne peut empêcher personne d'en acheter. Là, le rappeur Jay-Z, il a été vexé et donc il a acheté une maison de champagne, il a créé sa propre maison de champagne. Il s'est associé avec Bernard Arnault qui est dans les top 4 des plus grandes fortunes mondiales et ils ont fait un carton avec cette autre marque de champagne.
L'idée derrière, c'est que donc les marques, les produits, eh ben, ce sont des symboles. Et en tant que marque, eh ben, vous devez protéger ce symbole, le symbole que vous souhaitez véhiculer au travers des produits et de la marque. Et donc là, ben, pour ce champagne de prestige haut de gamme, on doit dire qui correspond à la bourgeoisie, à l'aristocratie, eh ben, ne convenait pas avec le monde du rap. Donc il y avait une dissonance de symbolisme. Pour illustrer donc toujours ce concept de soi, bah, Belk 88, il disait dans ses études, nos possessions nous reflètent. Donc c'est à travers votre consommation, les produits qui vous entourent, les marques qui vous entourent, et ben, que vous créez votre soi et que vous créez votre identité. Donc le consommateur, il adopte un élément qui représente son soi, qui véhicule une représentation de lui-même, et on souhaite que cette représentation ben, soit perçue par l'auditoire, qu'il y ait un transfert de qualité entre l'objet et le consommateur. Pour résumer ce concept de soi et ce symbolisme, chaque comportement de consommation peut être interprété comme un signe ou un symbole. Le consommateur fait une récupération stratégique pour renforcer son soi de toutes ses possessions. De la même façon, le consommateur peut souligner son appartenance ou désir d'appartenance à un groupe en utilisant et en exhibant les mêmes produits ou les mêmes marques qui symbolisent le groupe en question. Ainsi, il espère être reconnu comme l'un de ses membres, tant à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du groupe. Le consommateur espère que son auditoire aura la perception désirée de la nature symbolique de l'élément retenu. Le consommateur souhaite que son auditoire perçoive en lui les mêmes qualités symboliques que celles attribuées à l'élément adopté et qu'il transfère ces qualités à son soi. Donc il y a une appropriation de l'objet de consommation. Dans le cas où il n'est pas encore membre du groupe, il s'approprie les symboles et par cette appropriation, eh ben, il réalise une adhésion imaginaire. Donc là, vous l'avez par exemple dans le domaine du sport, il y a beaucoup de monde rêve de faire les Jeux Olympiques et donc ils vont peut-être adopter les mêmes produits que des grands sportifs pour cette adhésion imaginaire au sport professionnel. Donc l'idée derrière ces symboles, c'est d'essayer d'appartenir à un groupe ou d'afficher qu'on appartient à ce groupe. Qu'est-ce qu'un groupe de référence? Un groupe de référence, il s'agit de tout individu ou groupe d'individus réels ou fictifs qui influencent les croyances, les opinions, les valeurs, les attitudes et les comportements d'un consommateur en lui servant de référence, de base de comparaison. Donc ça, c'est la définition du groupe de référence. Donc les individus, ils souhaitent appartenir à ces différents groupes. Trois types de groupes. Donc vous avez les groupes d'association. Donc ce sont les groupes auxquels l'individu appartient déjà, auxquels il s'identifie et dont le point de vue et les valeurs constituent son cadre de référence. Les groupes d'aspiration, ce sont les groupes auxquels un individu désire appartenir ou être associé. Groupe d'anticipation, groupe auquel un consommateur prévoit de faire partie un jour. Groupe symbolique, groupe auquel un consommateur aimerait faire partie, même si ce n'est pas possible. Groupe qu'on envie, mais dont on ne pense pas faire partie. Et enfin, la troisième catégorie, c'est les groupes de dissociation. Ce sont des groupes auxquels l'individu ne s'identifie pas et dont il rejette les valeurs et les modes de comportement. Donc vous avez ces trois types de groupes. Donc, les groupes dans lesquels le consommateur il est, les groupes dans lesquels le consommateur il souhaite être et où il rêve d'être et il n'en fera peut-être jamais partie, et les groupes dans lesquels le consommateur il souhaite vraiment prendre ses distances et montrer qu'il ne fait pas partie de ce groupe en question. Donc, exemple de groupe dont vous faites peut-être partie ou dont vous aimeriez faire partie, les country clubs autour des clubs de golf, donc où l'adhésion est très chère, c'est une vraie barrière à l'entrée qui peut du coup provoquer des envies chez les consommateurs. Parmi ces groupes de référence, un grand changement, ça a été aussi le développement d'Internet. Aujourd'hui, grâce à Internet, il y a des communautés virtuelles. Donc l'avantage des communautés virtuelles, c'est qu'elles ne sont plus limitées géographiquement. Vous pouvez faire partie d'une communauté manga japonaise tout en étant au Canada avec des Chiliens qui feraient partie de cette même communauté. Il n'y a plus la barrière des frontières. Il y a des communautés virtuelles, comme vous le savez, sur tous les thèmes, sur le jardinage, sur les jeux sérieux, enfin, vous pouvez en trouver dans tous les domaines. Et donc, vous pouvez aujourd'hui, grâce à Internet, participer à ces différentes communautés sans vous déplacer. Une des conséquences de ces communautés virtuelles qui a été mise en avant par Kotler,
c'est qu'il y a de plus en plus de conformisme social. Comme ces communautés elles deviennent mondiales et elles sont accessibles à partir du monde entier, et ben les individus ont de plus en plus tendance à se ressembler à travers le monde au travers de ces communautés. Donc le concept de conformisme social. L'idée de ces groupes de référence, il n'est pas figé dans le temps, il évolue. Vous pouvez changer de groupe, passer d'un groupe à un autre, et donc les symboles, le rôle que vous jouez quand vous rentrez dans un de ces groupes, eh ben, il va aussi évoluer, et donc votre consommation eh ben, elle va s'adapter quand vous changez de groupe. Donc là vous avez ici le processus, ben, vous avez quand vous acquérez un nouveau statut dû à une transition, vous avez un manque de connaissance ou de confiance, donc vous allez utiliser encore plus les produits et les rituels pour établir ce nouveau statut. Vous allez faire une évaluation des autres et ça va renforcer votre confiance et votre relation avec ce nouveau statut et contribuer à définir le concept de soi. Donc dans le livre, vous avez un très bon exemple, c'est autour des étudiants du MBA. Mais les étudiants du MBA qui n'ont pas une grande confiance en eux, eh ben, ils vont adopter les codes du MBA, donc porter une veste, une cravate, des chaussures bien cirées, donc pour se mettre dans la peau d'un étudiant de MBA, et ça va permettre de renforcer leur confiance en eux. Des rôles aussi qui évoluent, ben, c'est ce qu'on retrouve au sein de la famille. Donc vous avez ici le schéma du cycle de vie familial avec les dépenses associées. Donc au début on est célibataire, puis on a une nouvelle union, et puis suivant on va fonder une famille, donc on va tomber dans une maison bruyante avec beaucoup de cris d'enfants et de coups dans les murs, et ce que je vis en ce moment. Et après, maisonnée active, où il commence à y avoir du sport, des vacances familiales. Puis les enfants s'en vont, le nid est vide. Et à la fin, il y a les survivants, donc avec des personnes qui partent. Et aussi sur ce schéma du cycle de vie familiale, ben, quand on est au milieu, on est dans la génération sandwich. On a les enfants et en même temps nos parents qui commencent ou grands-parents qui commencent à vieillir, dont on doit s'occuper. L'idée derrière ce cycle de vie de la famille, ben, c'est que le rôle il évolue. Vous n'avez pas la même consommation quand vous êtes un jeune célibataire que quand vous êtes un retraité ou que quand vous avez des enfants. Donc suivant le rôle que vous jouez, eh ben, au sein de la famille, eh ben, ça va avoir une incidence sur votre consommation et sur les objets que vous possédez. Au sein de la famille, on identifie plusieurs groupes de référence. Vous avez la famille nucléaire, donc ça c'est le couple avec ou sans enfants, donc ce sont le premier cercle, les très proches, donc qui vont avoir une forte influence sur vos décisions. Ensuite, il y a la famille élargie, donc c'est la famille nucléaire, plus les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins. Donc ça, c'est un schéma traditionnel où il y a 3 générations qui peuvent exister en même temps. Et vous avez ensuite différents types de familles qui sont proposés à l'écran. Donc l'idée, c'est que c'est la famille nucléaire, la famille élargie et la communauté sociale, ce sont des groupes de référence dont vous faites partie. Donc, des groupes de référence par thématique, des communautés virtuelles, des groupes de référence au sein de la famille, et vous faites partie aussi de groupes en lien avec votre classe sociale. Donc la classe sociale, pour reprendre une définition, c'est une stratification des membres d'une société en plusieurs groupes que l'on peut hiérarchiser en fonction de leur statut, de façon que chaque classe présente des valeurs, des normes, des styles de vie et des comportements de consommation différents de ceux des autres classes, mais homogènes parmi ces membres. Donc c'est une des segmentations qui est très souvent utilisée. La difficulté de segmenter, ben, c'est de trouver le bon critère donc, pour faire ces sous-groupes homogènes. Donc il y a plusieurs possibilités. Il y a des critères subjectifs. On demande à l'individu de se placer dans une classe sociale. Est-ce qu'il est donc là, il est sous-divisé en 3. Ça peut être la classe supérieure, classe moyenne et classe basse, où on peut faire des subdivisions en 4, en 7. Donc ça, dans les recherches, il y a différentes subdivisions possibles. Les critères de réputation, là on va demander à d'autres individus comment ils vous perçoivent, comment ils vous considèrent.
Et ce qui est le plus utilisé parce que c'est le plus facile à mesurer, ce sont les critères objectifs ou sociaux, donc les critères qu'on appelle aussi sociodémographiques, où vous allez demander à un individu son plus haut diplôme, son revenu, son âge, son lieu de résidence aussi, très important, parce qu'il y a des quartiers où l'immobilier coûte plus ou moins cher, donc on peut aussi segmenter par quartier, où on va retrouver au sein d'un même quartier des comportements homogènes et des revenus homogènes, et donc ça permet comme ça de faire une segmentation en fonction de la classe sociale. En lien avec cette stratification sociale, il y a des comportements et on va retrouver à nouveau ce concept de symbolisme. C'est-à-dire que si vous êtes dans une classe aisée, vous aurez des produits de luxe, vous aurez sûrement une voiture de luxe pour montrer que vous faites partie à ce groupe de référence de classe aisée. A l'inverse, si vous êtes dans une classe basse, vous optimiserez vos courses, vous optimiserez peut-être les bons d'achat, vous essaierez de faire des économies. Et si vous faites partie de cette classe, par exemple, et que vous achetez un produit de luxe, parmi l'entourage, il pourrait y avoir une dissonance. Les gens ne pourraient pas comprendre pourquoi vous achetez un produit de luxe alors que la priorité est de satisfaire les besoins physiologiques. Donc dans chaque classe sociale, il va y avoir des comportements et des consommations symboliques à adapter en fonction de la classe sociale. Donc là, on a regardé les différentes classes. On va maintenant s'intéresser à l'influence du groupe sur le consommateur. D'abord, tous les individus n'ont pas la même sensibilité à cette influence sociale. Vous avez des gens qui sont plus ou moins indépendants et des gens qui vont plus ou moins aller chercher du conformisme et se conformer aux codes et aux symboles adoptés par le groupe. Donc vous avez là-dessus la théorie du pouvoir social de Kellman, qui dit que premièrement, l'influence normative reconnue à un groupe par son pouvoir de récompense et de punition. Deuxièmement, il y a le désir d'être associé au groupe auquel il s'identifie. Et troisièmement, le partage des valeurs du groupe. Et que ces trois éléments, ils permettent de rendre compte de la sensibilité à l'influence sociale, de mesurer si l'individu il est plus ou moins indépendant. Avec des fois des engagements qui vont loin, comme faire un tatouage qui va durer toute la vie pour rejoindre un groupe, comme vous pouvez voir l'illustration ici. Vous avez ici aussi un exemple d'échelle de mesure dans le domaine du cinéma pour aller rendre compte à nouveau de cette sensibilité à l'égard du conformisme au groupe. Autre étude, les éléments qui déterminent l'influence d'un groupe de référence sur l'individu. Donc une étude de Robert Cialdini qui dit qu'il y a 7 principes d'influence. Vous avez l'automaticité. Pour l'auteur, les comportements se déroulent de façon mécanique, mais contrairement aux animaux, les humains en font l'apprentissage. C'est l'idée avec votre chien. À chaque fois que vous allez chercher la laisse, il se conditionne. Il sait que vous allez sortir. Donc voilà, il y a une action et réaction, une réponse suite à l'événement. La cohérence et l'engagement. Les individus aiment être cohérents et logiques. Donc ça, on en a parlé dans les précédentes capsules, c'est l'idée de dissonance cognitive. Donc on cherche l'harmonie, la cohérence entre nos engagements. Donc c'est l'idée que l'individu, il s'engage dans un comportement et qu'ensuite il va le continuer et poursuivre ce même comportement. Donc un exemple clé, c'est si vous commencez à faire des dons à une cause, pour ce besoin de cohérence, vous allez du coup chaque année faire des dons à cette même cause pour conserver votre cohérence interne. La réciprocité. Donc ça, c'est la théorie autour de Moss, c'est le don contre don. C'est que si on vous fait un don, vous devez faire un don à peu près équivalent. Donc comme ça, nous sommes tous liés les uns aux autres, qu'un service en attire un autre, et ainsi de suite. La validation sociale, donc savoir ce qu'il faut faire en toute situation. Donc ça, c'est le fait d'être accepté par le groupe de référence. Donc, et que ce groupe de référence, il valide notre statut social. L'autorité, influence importante de l'autorité sur les individus. Donc ça, c'est la peur du gendarme. C'est si on vous donne un ordre, vous exécutez. Donc c'est des fois utilisé par les vendeurs. Depuis tout petit, on apprend aux enfants à écouter la parole des parents, à écouter les consignes.
Et donc, il y a un rapport à l'autorité que quand on reçoit un ordre, on va avoir tendance à s'exécuter. La rareté, qu'un produit rare est un produit cher, avec plein d'exceptions, mais dans l'inconscient du consommateur, quand c'est rare, c'est qualitatif. Et le dernier principe d'influence selon Robert Cialdini, c'est la sympathie. C'est que l'individu il est doté d'un capital sympathie, et c'est le côté vendeur gentil, vendeur souriant, et qui va influencer les comportements. Donc ce sont les 7 principes de l'influence sociale que l'on peut retrouver. Autre phénomène d'influence sociale, elle est liée aux influenceurs. Donc c'est très populaire en ce moment, vous suivez probablement tous certains influenceurs à travers les réseaux sociaux, et vous allez vous conformer au comportement de ces influenceurs. Ce sont vos modèles, et vous allez adopter les comportements de ces derniers. Donc c'est très utilisé par les marques. Vous avez l'exemple le plus criant est probablement comment il s'appelle déjà, quand George Clooney il a adopté le Nespresso et qu'il a prêté son image à Nespresso, il y a eu une énorme augmentation des ventes parce que c'est quelqu'un de séduisant, et que beaucoup de personnes s'identifient à son charisme et donc souhaitent endosser les mêmes produits que lui. Autre influence, c'est l'influence que l'on reçoit par notre famille. Donc la famille, vos parents, vos frères et sœurs, ils vont être très influents sur votre consommation. Votre conjointe ou conjoint va aussi également avoir une forte influence sur votre consommation. Donc là, d'un point de vue marketing, il est important d'identifier parmi la famille, qui sont les décideurs, qui sont les prescripteurs, qui réalisent les achats, qui réalisent les comportements de consommation, pour centrer le marketing sur ces membres en particulier au sein de la famille. Donc vous avez ici un exemple du circuit de socialisation au sein d'une famille, donc avec les membres de la famille élargie, les parents, les enfants et les adolescents. Donc ça va du plus âgé au plus jeune, c'est le circuit de socialisation classique. Et il y a aussi un circuit de socialisation à rebours, donc les enfants qui vont influencer les parents et qui vont influencer les grands-parents. Donc c'est des influences qui ont été mises en avant dans la littérature, des influences sociales en lien avec la famille. Donc ce qu'il faut savoir par rapport à ces familles au niveau du marketing, c'est qu'il faut savoir qui prend la décision dans une famille. Parce que cette information définit la cible et indique qui on doit viser, si c'est les époux afin d'influencer leur choix, si c'est qui est le rôle du décideur, du financier dans la famille, l'importance portée sur le rôle au sein de la famille et de l'influence en matière d'achat. Donc il s'agit d'identifier qui sont les déclencheurs de l'achat, qui sont les prescripteurs, qui sont les informateurs, qui sont les décideurs, qui est l'acheteur final, qui est l'utilisateur, d'essayer d'identifier au sein d'une famille donc les personnes clés pour pouvoir concentrer la communication sur ces individus. On arrive maintenant à la fin de ce chapitre, et je vous laisse quelques questions de quiz pour passer au travers de la matière. À bientôt.